Surfacturation des lampadaires, des points d'eau, forage. Quelle a été sa responsabilité? Pourquoi avoir procédé au paiement de plusieurs dépenses en procédure d'urgence? On continue de salir mon nom alors que le travail est fait et alors que j'ai héroïquement protégé la nation. Édition spéciale reçoit ce jeudi 7 novembre après le journal de 19h, le député national Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. Rediffusion vendredi après le journal de minuit, après le journal de 7h. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ce plateau spécial. Nous organisons ce plateau parce que nous sommes convaincus que notre métier, le journalisme, est fondé sur le principe du contradictoire. Nous sommes ici parce que nous avons voulu rencontrer quelqu'un. Nous l'avons sollicité et il a accepté notre invitation pour nous parler. Honorable Nicolas Kazadi, parce qu'il est élu de Miabi. Il est donc notre invité aujourd'hui parce que nous voulons aller au fond de questions, parce que nous avons aujourd'hui l'occasion de la voir. Nous allons donc lui donner la parole parce que l'équité veut que quand vous voulez fermer la porte à quelqu'un, au moins écoutez-le. Honorable Nicolas Kazadi, bonjour. Bonjour Willy Kalinga. Merci d'avoir accepté cette interview. Nous allons le faire sous le signe de la franchise. Nous allons le faire sous le signe du respect de notre peuple et de notre opinion. Vous l'avez accepté et nous espérons que nous allons tous en bénéficier. Pour vous recevoir sur ce plateau, je suis accompagné des meilleurs journalistes de la place. Nous avons à votre droite, à vous, à ma gauche, Luciani Sukran, journaliste de Politico.cd. Merci d'être là. À ma droite, la non moins talentueuse Élisée Odia, que l'on ne présente plus. Très talentueuse, n'est-ce pas, Élisée Odia? Oh, je laisse aux téléspectateurs le champ d'en juger. En plus, vous êtes humble. Merci beaucoup, Olivier Odia. Merci. Et au fond, Eric Ambago, journaliste à Top Congo. Merci d'être là. Merci, Willy. Alors, honorable Nicolas Kazadi, pourquoi, et la première question, vous acceptez de prendre la parole aujourd'hui? Vous aurez pu, comme beaucoup de gens, attendre que les temps vous fassent oublier. Parce qu'en réalité, dans l'opinion publique, vous passez pour un homme dangereux, un homme qui a fait mal à la République. Merci bien Willy Kalinga. Effectivement, depuis quelques mois, j'ai cessé de parler aux médias pour une raison bien simple, et vous le savez, c'est que j'ai été mis en cause dans cette affaire de forage et donc une instruction a démarré. Déjà en avril, fin avril, il y a eu une réquisition d'informations à mon sujet auprès de l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation de poursuite, l'autorisation d'instruction, pardon, sur cette affaire de forage. Donc dès lors que la justice était saisie, je ne pouvais plus m'adresser à mes concitoyens. Et donc j'ai traversé cette longue période avec une forte envie de parler justement, une forte envie de vous m'expliquer, de me justifier. Et malheureusement, je ne pouvais pas pour ces raisons-là. Et heureusement que là, je viens d'être notifié par le parquet que j'ai été totalement disculpé après cette phase d'instruction. Et donc, c'est le moment pour moi de venir de nouveau m'adresser aux Congolais comme j'aurais tant souhaité le faire plus tôt. Comme je voulais, je doutais un tout petit peu, j'ai demandé la preuve, hein, avant de monter ce plateau. Comment mène la lettre qui remet le ministre à la disposition de la vérité publique et historique? Alors, j'ai la lettre ici. Cette lettre dit « Maître, j'accuse réception de votre lettre numéro 166/D/W/D/2024 du 8 octobre 2024 m'adresser au sujet de l'objet repris sous rubrique et vous informe que votre client, c'est Nicolas Kazadi Kadimanzouzi, a été disculpé des faits infractionnels mis à sa charge. Veuillez agréer, maître, l'expression de ma considération distinguée. » C'est vrai que nous vous voulions coupable. Nous avions trouvé comme ça quelqu'un qui pouvait un peu prendre sur lui toutes nos misères, parce que c'est bien que quelqu'un de très haut niveau puisse être coupable. Ça fait plaisir au peuple. Mais en réalité, si ceci est vrai, et c'est vrai parce que c'est signé par les procureurs, alors vous avez un problème là. Vous êtes non coupable, mais totalement coupable dans les yeux de l'opinion. Mais non, justement, j'ai commencé par être condamné
par l'opinion à la suite d'une manipulation médiatico-politique. Et donc, lorsqu'on se retrouve au fond de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse couler, on va jusqu'au fond, et dès qu'on arrive au fond, on tape le pied sur le plancher et on remonte. Donc, je n'avais pas d'autre choix que d'attendre ce moment-là. Mais depuis le début, il n'y avait aucun doute, en ce qui me concerne, sur le fait qu'il ne s'agissait rien que d'une cabale politique et que le temps viendrait où tout s'éclaircirait. Et ça n'a pas traîné, parce que déjà, au cours de l'instruction, tout montrait très bien que ça ne tenait à rien. Et pour votre information, j'ai eu plusieurs séances. D'abord, j'ai été le premier à demander à être entendu. Ça, c'est très important. Dès le début, donc je crois que le 27 avril, le parquet a écrit à l'Assemblée nationale, m'a interdit de voyager et a écrit à l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation d'instruction. Dès le lendemain, j'ai manifesté mon souhait d'être entendu. Et le 9 mai, j'ai écrit une première lettre au procureur pour dire que je me débarrassais de toutes mes immunités, que j'étais prêt à aller pour être entendu. C'était une difficulté pour eux, parce que selon eux, la loi ne permettait pas d'être entendu. Mais j'ai dû insister. Et finalement, ils ont commencé à m'entendre avant le retour de l'Assemblée. Mais pour finir, on a pu accélérer avec l'Assemblée pour que l'instruction démarre. Et donc, c'est moi qui courais derrière les juges pour être entendu, ce qui n'est pas commun. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres hommes politiques dans l'histoire de ce pays qui ont eu l'attitude que j'ai eue depuis le début. Et de toutes les auditions qu'on a eues, on a eu plusieurs séances, y compris des confrontations avec toutes les autres parties. Mais vous étiez très puissant, un ministre des Finances qui court derrière un juge. Je ne suis pas sûr. Les juges se retournent un pied par terre. Je crois que vous êtes déformé par la réalité de notre pays. Oui. Mais croyez-moi qu'il y a aussi des gens qui sont innocents et qui sont faussement accusés. Et j'en fais partie. Et donc, c'était sûr de mon fait que j'ai couru derrière le juge pour être entendu. Et de toutes les auditions qu'on a eues, je me souviens de 3 remarques de magistrats différents, pas le même magistrat. Le premier, il me dit, au tout début, il me dit, mais lorsque j'entends... D'abord, il me demande, mais qu'est-ce que vous... On a vu votre lettre, vous voulez être entendu, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Moi, je dis, mais non, c'est à vous de me dire ce que vous me voulez, puisqu'il y a une réquisition qui me concerne. Et puis, je leur relate mes faits, ce que j'avais à dire. Puis ils me disent, mais le magistrat me dit, mais quand je vous entends, je ne vois pas vraiment ce que vous faites ici. Et il conclut en disant, vous savez, dans la vie, est-ce que vous priez? Moi, je dis oui. Dans la vie, il y a des dossiers où il faut seulement prier. Donc moi, je vous conseille de prier. Le deuxième magistrat, un autre magistrat, qui m'entend, qui fait des confrontations, et celui-là, il me dit, mais quand je regarde tout ça, quand je vois le dossier, j'entends les déclarations des uns et des autres, je ne vois pas qu'est-ce que vous faites dans cette affaire. Je dis, bah, c'est ce que je dis depuis le début. Je vous répète que je suis victime d'une cabale politique. On veut m'impliquer dans une histoire où je n'ai aucune responsabilité. Ma seule responsabilité, c'est d'avoir payé. Et le troisième magistrat, lui, la même chose, même réaction. C'était le dernier jour. Le jour, d'ailleurs, où on a décidé on a signé des mandats d'arrêt provisoire pour 2 des impliqués. Et donc ce jour-là, le troisième magistrat, il me dit, mais est-ce que... Il regarde et puis il me dit, mais est-ce qu'en haut lieu, on est conscient que vous êtes victime d'une cabale politique? Moi, j'ai dit, oui, heureusement, il me semble qu'on commence à en prendre conscience. Et il dit, ah, mais c'est incroyable, vous devez être réhabilité. Voilà le dernier mot du magistrat lors de la dernière audition. Donc pour moi, je n'avais aucune inquiétude. Tout était transparent, tout était clair. Et de quoi il s'agit? Il s'agit simplement de la volonté de m'impliquer dans une affaire. Écoutez, j'ai fait des paiements pour... Nous allons examiner en détail l'ensemble de toutes ces procédures parce qu'il faut aussi tenir compte de la mémoire qui s'étiole et que le peuple a besoin de revenir un peu sur ces dossiers pour que maintenant examiner la position de la justice aujourd'hui par rapport à vous et au fait qu'eux, ils connaissent. Alors nous allons, si vous êtes d'accord avec moi, rapidement, nous allons passer à mes collègues qui vont vous poser des questions sur certains faits. Élisée Odia. Vous venez d'être disculpé par la justice. D'aucuns risquent de dire, mais on parle d'une justice quasiment malade. Elle est malade, mais elle est encore en vie. Hein. Elle n'est pas morte. Ah bah ouais, parce qu'elle vient de vous disculper. Est-ce que vous pensez que cela peut être remis en question par certains? D'autant plus qu'il y a une rhétorique que nous, on a entendue depuis plusieurs années. Ça vient du président de la République, c'est une justice malade qui disculpe quelqu'un qui, aux yeux de tout le monde, je vais vous dire les choses autrement.
c'est parce qu'elle est malade qu'elle a réussi à m'inculper, disons à me poursuivre. Parce qu'il n'y avait même pas matière à ce que cela soit fait. C'est justement parce qu'elle est malade qu'on a réussi à mettre mon nom dans une affaire où je n'avais rien à voir, pour me jeter en pâture, comme ça a été dit, pour essayer de compromettre ma carrière politique et surtout compromettre ma crédibilité que j'ai forgée en 58 ans. Dont, je ne sais pas, près de 30 ans d'exercice professionnel. Donc, et cette crédibilité n'a jamais été remise en cause dans le passé, dans ma vie. Donc, c'était une démarche politique qui s'est appuyée sur une justice malade, mais Dieu merci, c'était tellement gros que les magistrats eux-mêmes ont dit non, il n'y a pas matière, c'est pas possible. C'est la justice qui vous disculpe. La décision intervient après quand même que le président lui-même vous êtes disculpé. Est-ce que vous êtes senti ça? Est-ce que vous pensez que cette justice a juste suivi le mot d'ordre du président qui lui-même, déjà au cours d'une émission, disait qu'on jette les gens en pâture? Le président était clair. Il a juste parlé de faits. Il a dit, ce ministre qui est jeté en pâture est le seul dans l'histoire de ce pays qui nous a amenés à tel niveau. Il n'a pas parlé de justice. Il n'a pas donné une opinion sur la justice. Mais on peut comprendre qu'en tant que magistrat suprême, il peut être informé de ce qui se passe parce qu'il a quand même des éléments. N'oubliez pas que moi, j'ai eu une confrontation entre l'inspecteur général des finances et moi devant le chef de l'État. Et donc, à cette occasion, c'était bien au début, avant même que je ne sois entendu par les magistrats. Les choses étaient déjà claires. L'inspecteur lui-même a déjà dit à plusieurs personnes en coulisses, non, lui n'a rien à voir, on a fouillé ses comptes, il n'a pas de transfert, il n'y a rien qui montre qu'il soit impliqué de manière ou d'une autre. Il n'a rien à voir. Lui-même l'a dit à des gens. Mais comme il y avait déjà une dynamique, il a laissé faire la dynamique, peut-être parce qu'il avait un intérêt politique derrière, mais ça c'est son affaire. Mais c'était su déjà des gens qui étaient informés. Et dans les confrontations qu'on a eues, je lui ai même dit, j'ai dit, écoute, maintenant que c'est établi que tout ça a été basé sur du faux, je veux un démenti. Et sa réponse c'était, je veux bien, mais je ne peux plus rien dire parce que la justice est déjà saisie. Je suis un OPJ, je ne peux plus rien faire, donc il faut aller en justice. Et on a continué avec la justice. Sans Nicolas Kazadi, disculpé par la justice, vous pointez du doigt une sorte de cabale politico-médiatique, mais vous n'êtes pas le seul politique ici en République démocratique. Pourquoi? Pourquoi vous? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que je suis le seul ministre de l'histoire à amener ce pays à ces résultats-là en termes de gouvernance financière, en termes de réhabilitation de l'image et du prestige du pays à l'extérieur. C'est un processus que j'avais commencé avec succès. Je suis ce ministre-là. Je suis le seul ministre qui a triplé le budget de l'État en si peu de temps. Et donc, dans le fantasme congolais, comme les gens vivent de commission, ils se disent, mais s'il a amené le budget à 16 milliards, donc lui, au minimum, il doit avoir 1,5 milliard dans sa poche. C'est peut-être ça. Donc, les gens pensent qu'il s'est enrichi, etc. Et donc, tous les phares sont sur moi. Et ensuite, et aussi, lorsqu'on est ministre des Finances, avec autant d'appétit à la veille d'une élection, vous voyez un peu tous les appétits qu'il y a sur le Trésor. Et moi, mon rôle, c'est souvent de dire non. Et donc, j'ai potentiellement beaucoup de gens qui ont des comptes à régler avec moi parce qu'ils n'ont pas pu accéder à ce à quoi ils espéraient. Mais plus que tout ça, à mon avis, le vrai problème, c'est que j'ai mis en place une politique de lutte contre la corruption, contre les mafias, qui était réellement structurée, systémique, intelligente et basée sur la transparence à tous les niveaux. Et ça ne pouvait pas plaire au système. Vous savez que j'ai instauré beaucoup d'outils informatiques pour le contrôle de la TVA. C'est une initiative que j'ai prise qui ne m'a pas été dictée par le FMI, qui ne m'a pas été dictée par le gouvernement. C'est moi qui ai amené ça à la table du gouvernement, la facture normalisée. L'assainissement des jeux d'argent, ça ne m'a pas été dicté ni par le FMI, ni par la Banque mondiale, ni par le gouvernement. C'est moi qui ai amené ça sur la table. Vous savez que sur les jeux d'argent, dans ce pays, toutes les sociétés qui font des jeux, des paris, elles brassent plus d'1 milliard de dollars par an. Vous savez combien elles payaient? Moins d'1 million à l'État par an. Ce que je dis est clair. C'est moi qui ai initié ces réformes, c'est moi qui les ai fait avancer. Elles sont en train d'être abouties. Souvenez-vous que le 31, peu avant l'élection, je crois le 19 décembre 2023, nous avons officiellement lancé
la facture normalisée. Avec le Premier ministre Sama Lukonde, c'était à Rotana. Sur les jeux d'argent, c'est fait, tout est bouclé, les contrats sont signés. Je sais qu'il y a une tentative de remise en question que j'ai faite après moi, mais ça va être très difficile parce que le processus est déjà bien abouti. Mais vous avez aussi entendu parler qu'on vous appelait mais c'est 30%. Que oui, les 40, gens disaient 50%. Voilà, qu'il y avait un système mis en place au ministère des Finances justement, moi qui faisait que le paiement des factures soit en tout cas tributaire. Je vais vous dire une chose. La beauté de cette affaire, c'est que dans ce pays, comme à Hollywood, on peut créer un scénario et coller à quelqu'un ce que l'on veut, l'étiquette que l'on veut. Moi, je vous dis, Willy Kalenga, amenez-moi un seul homme d'affaires particulier à qui, moi, j'ai négocié directement ou indirectement quelque commission que ce soit, même 0,5%. Ça n'existe pas. Ce qui est vrai, c'est que dans ce pays, tout le monde est dans ça, parce que les gens n'ont pas appris à travailler suffisamment. Et lorsque vous faites votre boulot de ministre des Finances, vous payez des gens, ces gens peuvent eux-mêmes être porteurs de négociateurs, de commissions, etc. Mais ma politique au sein du cabinet, et les membres de mon cabinet le savent, c'est que j'étais intraitable sur ces questions. J'ai dû me séparer de 3 collaborateurs pour lesquels les indices étaient suffisants pour que je prenne cette décision. Mais pour le reste, c'est des histoires, c'est des racontars. Il y en a que j'ai arrêtés, j'ai fait arrêter. Ils se sont répandus dans les réseaux sociaux alors qu'on les a pris la main dans le sac pour commencer à m'insulter toujours autour de la thématique de 30%, 40%. Et pourquoi on les a fait arrêter? Parce que je fais un paiement, innocemment, le paiement s'en va, et ils vont contacter la personne qui a été payée, et ils s'improvisent comme intermédiaires en disant qu'eux, ils travaillent pour le ministre, et il y a autant. Et c'est tout à fait par hasard que ça me parvient. Et donc, on met en place une stratégie avec le bénéficiaire pour arrêter ces gens, mais vous ne savez pas comment ils ont cherché à me salir. Alors qu'on les a pris la main dans le sac, c'est ça aussi l'inversion des valeurs dans notre pays. Ils ont passé un petit séjour à Makala, puis ils sont sortis. Ce n'étaient pas les seuls. J'ai eu 2 ou 3 cas pareils. Donc c'est ça la réalité de notre pays. Mais croyez-moi, moi j'ai eu la chance de travailler dans ce pays. À la Banque centrale, dans ce même ministère des Finances, je connais un peu les habitudes ici. Mais j'ai aussi eu la chance de travailler dans d'autres institutions à l'étranger, où les critères d'éthique sont beaucoup plus exigeants. Et je sais c'est quoi réhabiliter l'image, je sais c'est quoi préserver l'image. Et j'ai vécu dans ça. Et quand je suis venu ici, c'était ça mon leitmotiv. Je savais ce dont souffrait le pays. C'était un problème d'image totalement abîmé. J'ai réussi à le faire. Dans le problème de forage, quand on vous amène le dossier, les observateurs aguerris de la gestion publique estiment que vous auriez outrepassé vos pouvoirs en examinant les prix et en leur envoyant même ces dossiers qui avaient déjà été traités en Conseil des ministres, qui avaient déjà obtenu l'avis de non-objection de l'institution en question, est arrivé chez vous pour exécution. Le fait même de vous être donné ce pouvoir-là, de ramener, de discuter du prix, c'était un indice de mauvaise gouvernance. Non, je suis désolé. Alors, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. J'ai entendu des gens me reprocher d'avoir payé en disant qu'ils savaient que c'était surfacturé, pourquoi il a payé. Je vais vous dire une chose. En tant que ministre des Finances, c'est vrai, je ne suis pas ministre sectoriel. Oui. Je ne peux pas aller dans les détails parce que ça a déjà passé toutes les étapes d'approbation. Le contrat est déjà signé. Ça veut dire que les marchés publics ont approuvé. Qui suis-je, moi, pour tout remettre en question? Ça, vous avez raison de dire cela. Mais en même temps, à mon niveau, je fais de nouveau une relecture qui est rapide, qui est légère. Et ça, c'est ma responsabilité en tant que ministre des Finances. Je le fais pour tout. Et il m'arrive de dire non, je ne paye pas. Il m'arrive de dire je paye, mais à telle condition. Il m'arrive de renvoyer le dossier. Dans le cas ici, tout ce que j'ai dit, c'est que des éléments que moi j'ai, parce que nous finançons des projets financés par des bailleurs de fonds, des éléments que moi j'ai, la moyenne par station me paraît un peu élevée quand je compare les stations que nous avons payées, notamment dans le cadre du projet BAD, du projet prise avec la BAD, et quand on voit la configuration de ces stations, avec celle qui était proposée par Stever Construct. C'est une observation simple, et qui est de mon devoir.
Je leur ai dit, écoutez, quand je vois le prix moyen, moi, on a payé avec la BAD des capacités énormes. Vous avez des réservoirs de 150 mètres cubes, 60 mètres cubes en béton armé, avec des mini-réseaux qui s'étendent sur 2 km. Le plus cher qu'on ait payé, c'est 680 000 $. Et le moins cher, c'est 390 000 $. Ça, c'est projet prise, hein, avec appel d'offres international, etc. Et je leur disais, 400 000 $ pour les vôtres, qui n'ont pas des réseaux aussi étendus, qui n'ont pas des capacités de stockage similaires, ça me paraît un peu cher. Et ça, c'est l'observation de mes services. Et je leur ai dit, allez regarder. Et donc, le temps que ça a pris, mais en même temps, pendant la même période, nous avions le souci d'avoir des forages, d'offrir des forages aux populations. Nous étions en année électorale, n'oubliez pas. Et donc, il fallait aller vite. Il fallait que les forages soient répandus dans tout le pays. Donc, j'ai fait une observation de bonne foi en tant que ministre des Finances, mais je ne me suis pas substitué au ministre de tutelle, au ministre du Développement rural. Pas du tout. Je n'ai aucunement négocié quoi que ce soit. J'ai juste fait une observation. Et eux-mêmes, voyant que c'était un élément de blocage ou de ralentissement, ils ont dit, bon, on va faire un effort, on va offrir plus de forages, ce qui faisait diminuer le prix moyen. Mais je vous dis, même lorsque j'ai fait cette remarque, cela ne veut pas dire qu'il y avait surfacturation ou que j'ai reconnu qu'il y avait surfacturation. J'ai donné un avis, c'est tout, de bonne foi. Peut-être que mon erreur, c'est d'avoir excès de bonne foi. Mais oui, ce n'était qu'un avis. Ça vous a impliqué dans cette affaire-là? Oui, mais c'est léger. La décision, le procureur est là. Elle est très... je trouve que... Vous savez pourquoi on a fait cette réquisition? On a dit que, voilà, le procureur dit, ayant relevé que le coût retenu dans le contrat précité pour l'installation des forages était très élevé, Monsieur le ministre des Finances invitera le ministre du Développement rural à négocier avec le consortium pour revoir à la baisse le dit coût. C'est ce qu'on dit. Et puis on dit en réaction, le ministre Roubota a obtenu d'augmenter le nombre de stations de 340 unités supplémentaires. Et puis on dit ensuite, bien qu'ayant constaté la surfacturation des forages après les négociations susventées, Monsieur le ministre des Finances a reconnu, au cours du briefing de presse tenu par le ministre de la Communication le 24 avril 2024, avoir payé la somme de 71 millions, apparemment en l'absence de tout élément d'évaluation technique pouvant lui permettre de connaître le coût réel de chaque station d'eau. Vous ne trouvez pas ça un peu léger? Je trouve ça extrêmement léger, passé, mais c'était bien comme motif de le préciser. Pour m'interdire de voyager, me jeter en pâture, avec tout ce que je représentais à l'époque en tant que ministre des Finances. Vous savez que le voyage de Paris que j'ai raté là, j'allais pour signer notamment 2-3 grands projets. Un projet justement de 50 millions d'euros avec le Trésor français pour financement de lampadaires, on va y revenir. On allait signer avec Alstom pour le train urbain, Métrokin. Tous ces projets, aujourd'hui, sont à l'eau, sont en difficulté. Et donc, c'est pour vous dire simplement que chaque décision que l'on prend, quand on est en charge de l'affaire publique, peut porter à conséquence et on doit le faire vraiment en pleine connaissance de cause. Éric Ambo. Je n'ai pas terminé. Oui. Sur le prix, la manipulation médiatique a voulu me faire passer pour celui qui a décidé d'acheter des forages de 5 000 $ qu'on met dans les coins de la maison à 300 000 $. C'est ça dans l'imaginaire des gens. Ça, c'est une manipulation malhonnête. Et elle a été sciemment entretenue. De un, je n'ai jamais dit qu'il y avait surfacturation. Même au briefing, j'ai dit, on m'a demandé, vous pensez qu'il y a surfacturation ou pas? J'ai dit, je ne suis pas en mesure de le dire. J'ai donné un avis en tant que ministre des Finances, mais je ne peux pas me prononcer sur la surfacturation. Et d'ailleurs, je vais demander au procureur d'ouvrir une enquête sur la question de la surfacturation pour qu'il nous dise s'il y a eu surfacturation ou pas. Mais la mauvaise foi avait déjà occupé les esprits en disant forage, il y a 5 000, hier à Tekiamon à 300 000. Ça, c'est malhonnête. Ça, c'est injuste. Juste parce que l'homme est à abattre à tout prix. Et je vais vous dire, je vous ai donné le prix du projet prise, je vais vous le donner. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait surfacturation. Jamais. J'ai juste pensé qu'il pouvait y avoir des ajustements, qu'on devait savoir de quoi on se passait. Et ça, c'était au ministre Roubota de me convaincre, parce que c'est lui qui a la charge du contrôle. Ma charge était de payer. J'étais, selon le contrat, obligé de payer 79 millions la première année. Mon prédécesseur, le ministre Sellé, l'avait écrit dans une lettre clairement.
je marque mon accord sur instruction de ma hiérarchie, je marque mon accord pour faire un montage financier pour financer les 400 millions en 5 tranches annuelles. Et donc, la première tranche annuelle, c'était 79 millions. C'était ça mon obligation. Si je les avais disponibles, je les aurais payés en une fois. Le suivi de l'exécution, ce n'était pas moi, c'était le ministre. Honorable, vous avez parlé de cette affaire de forage. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé le paiement en procédure d'urgence? Pourquoi je l'ai fait? Pour une raison simple. D'ailleurs, au moment où j'ai fait le premier paiement, en même temps que je faisais le paiement, j'écrivais au ministère du Budget pour qu'il prépare la suite. D'abord, c'est-à-dire qu'il prépare le paiement, le DTO, qui va venir régulariser la première tranche payée et puis qui va venir couvrir les tranches suivantes. Je n'ai jamais eu de suite du ministère du Budget. S'il y avait un problème, il aurait dû me dire. Soit ça arrive, soit non, vous avez fait une erreur, il ne fallait pas payer, voilà, 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 voilà. Rien du tout. Mais vous savez aussi que dans le manuel de procédure de dépenses, il existe ce qu'on appelle procédure accélérée. C'est-à-dire que le ministre du Budget engage et liquide et écrit sur le document urgent pour que ça soit payé. Cela permettra le contrôle. Mais ceux qui n'ont jamais été fait, vous êtes passé aux procédures d'urgence. Il peut le faire, mais moi aussi je peux le faire. Et quand je le fais, on travaillait en bonne synergie avec le ministre Bogie. On n'a jamais eu de difficulté. S'il y a une difficulté, il a eu tout le temps de me le dire. J'ai fait ce paiement de 71 millions en 3 tranches, ou 4 même. Et donc, il avait le temps de réagir pour me dire « Attention, là, tu es en train de déconner, il y a tel problème, tel problème. » Il ne me l'a jamais dit. Vous l'avez fait sur base de l'arrêté interministériel que vous avez signé avec le ministre du Budget, où non, écoutez, toutes les listes des dépenses étaient dirigées vers vous et vous donniez l'ordre à la banque de pouvoir payer. Oui, mais je veux vous dire, quand on gère l'État, on a des contingences politiques et on doit les apprécier, on doit décider vite. La procédure d'urgence sert à ça. Là, nous avions pris énormément de retard pour discuter de quand est-ce qu'on commence, on commence par quoi. Nous voulions politiquement déployer ces stations, qui sont aujourd'hui disponibles, semble-t-il, dans les stocks de fournisseurs. C'est-à-dire que les 300 stations sont disponibles, mais il faut les déployer. Et apparemment, ils ont mal géré leur trésorerie pour se trouver à court et ralentir l'exécution. C'est comme ça qu'au mois d'août, on était à 6 mois depuis le premier paiement. Lorsqu'on me demande de continuer les paiements, août 2023, je demande, vérifier un peu où est-ce qu'on en est. Et il nous informe qu'au mois d'août, il nous informe par écrit qu'on a déjà installé 89 stations. Je dis, vous êtes en retard parce que là, tel qu'on a payé, vous devriez déjà être près de 200 stations. Mais ils expliquent qu'ils sont dans des discussions avec les autorités sur les emplacements, parce que ce n'était pas eux qui devaient choisir. Et puis, ils ont des problèmes logistiques, etc., etc. Mais ils peuvent rattraper ce retard rapidement, mais il faut des moyens pour déployer tout partout. Et comme l'engagement, l'obligation pour moi était de payer 79 millions, j'ai dit, OK, je vous paye la 3e tranche que j'avais déjà annoncée, mais je m'arrête là. Le reste, je ne payerai que quand vous aurez rattrapé le retard. Donc c'est la politique qui vous a obligé de payer en mode d'urgence, en violant même les lois sur les dépenses publiques? Non, vous dites violent, il y a pas, vous savez le nombre de choses qu'on paye en procédure d'urgence? Vous pouvez pas imaginer, il y a énormément. Mais la procédure accélérée peut vous permettre de vous couvrir, c'est ce qui vous a été reproché. C'est pour ça que je me suis adressé à mon collègue du budget, pour qu'il fasse le travail et qu'il m'interpelle en cas de difficulté, c'est tout. Vous savez une chose, demandez à tous ceux qui fréquentent les 2 ministères là. Moi, j'ai reçu beaucoup de gens. J'ai reçu une fois un monsieur qui est venu me voir pour un dossier propre, normal. Je lui dis, mais je suis désolé, il faut aller au ministère du Budget parce qu'on va encore me reprocher des procédures d'urgence. Le monsieur s'est mis presque à pleurer en disant, bon, si c'est comme ça, j'abandonne alors. J'abandonne la dette parce que là, on va me prendre l'argent. Il a commencé à regretter. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une réalité aussi. Et nous savons le temps que ça met parfois pour un dossier pour aller y revenir. Ça peut mettre des mois, alors qu'on a un impératif politique à résoudre. Et c'est tous ces éléments-là qui font qu'on apprécie. Moi, j'assume la décision d'avoir payé en procédure d'urgence. Je l'assume, il n'y a aucun problème. La question d'Ambago a un autre soubassement. Vous avez senti qu'il était important que ce forage se termine pour que ce soit un élément pour la campagne électorale. Mais si je comprends bien, c'était politique. La politique est là pour résoudre les problèmes des gens. Si on donne, et je vais vous dire,
là où... Donc le mot d'urgence a été un mot électoral. Là où... Non, mais ça c'est une caricature. Oui. Là où ces stations ont été installées, mais vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact des mamans, de tout le monde, des gens qui n'avaient pas d'eau et qui reçoivent de l'eau en abondance. Maintenant, malheureusement, ça n'a pas été vite, ça n'a pas été partout, à cause de toutes ces histoires que je regrette, mais l'objectif n'était que celui-là. De la même manière que nous avons globalement amené les dépenses d'investissement à 11% des ressources propres mobilisées, avec des routes, des chantiers ouverts partout, le PDL, nous étions dans cette dynamique. Et quel est le rôle d'un politique? C'est d'apporter des résultats, c'est de poser des actes transformateurs. Nous l'avons fait. Nous avons fait le PDL, nous avons fait à travers les diocèses catholiques, nous avons investi beaucoup d'argent. Vous savez que nous avons donné à 2 ou 3 reprises 300 000 $ par diocèse. Ils ont fait des projets locaux avec une efficacité incroyable. On n'en parle pas assez. Je crois qu'ils ont été beaucoup plus rapides et peut-être même beaucoup plus efficaces que le PDL. Il faut qu'on le reconnaisse à l'Église catholique. Ils ont été efficaces. Nous avons fait la même chose avec les protestants. On leur a donné des ressources. Sauf que les moyens étaient moins importants que le PDL, mais tous les moyens étaient bons pour répondre aux besoins des Congolais. Et le retard que nous avons dans tous les domaines est énorme. Et alors, maintenant, si vous me dites qu'on a des difficultés à conduire des projets correctement de bout en bout, je serai le premier à le dire. Ça fait partie de notre feuille de route dans le cadre des réformes, dans le cadre de nos programmes avec nos grands partenaires. On doit rétablir non seulement la chaîne de la dépense, mais la chaîne de la dépense, ça ne veut pas dire seulement un DTO. Hein. Le ministre du budget peut faire un DTO même sans soubassement. Si ce n'est que ça que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment mettre en place un dispositif pour que le projet, depuis l'idée du projet jusqu'à la fin, soit fait correctement, soit bien suivi. Je vous dis qu'on est très faible. Nous sommes encore très faibles au niveau national. Mais Honorable, si vous avez respecté les 4 phases de dépenses, engagement, liquidation, paiement, ordonnancement, paiement, vous n'aurez pas ces difficultés. La chaîne de la dépense a ses avantages et ses inconvénients. Elle est très bien pour renforcer le contrôle, mais elle pose problème parce que qui dit contrôle dans notre pays dit étape à franchir, dit temps, dit même argent, je crois qu'on se comprend, et ça devient maintenant un inconvénient. C'est pour ça que par moment, on prend le risque politique de passer outre pour atteindre l'objectif. Et le rôle d'un politique, c'est celui-là. Maintenant, quand, par précaution, j'ai en même temps saisi le ministre du Budget pour qu'il ait le temps, à froid, de revenir là-dessus, de nous aider à continuer, mais le retour n'est jamais venu. Alors, Choukran. Monsieur le ministre, merci. C'est une très bonne chose de vous avoir parce qu'on ne va pas parler beaucoup de français, mais je vais descendre un peu pour le commun de Congolais. Il y a eu un jour un ministre des Finances dans ce pays qui a payé des lampadaires à 5 000 $ l'unité. D'abord, avant d'aller plus loin en tant qu'homme congolais, connaissant ce pays et de toutes les souffrances dans lesquelles nos populations vivent, quand vous vous rendez compte d'avoir payé à ces prix-là, est-ce que vous n'avez pas de regrets ou est-ce que vous n'avez pas une quelconque réaction? Non, vous savez, gérer les affaires publiques, c'est toujours très complexe. On peut avoir un point de vue du citoyen lambda, qui est un point de vue souvent léger, pas informé. Mais quand on est dedans, on voit les choses différemment. Et il faut prendre le temps d'expliquer, sinon on subit la justice populaire. Cette affaire des lampadaires est extrêmement claire. Je reçois, peu après ma prise de fonction, le gouverneur de la ville de Kinshasa, avec le patron de Solectra, Samba Bachili, qui avait déjà validé leur projet à tous les niveaux, pour dire voilà, et j'étais au courant de ce projet, qui était validé aussi, pour me dire voilà, on a signé notre contrat, on voudrait que vous payiez les lampadaires. Et c'est là que je vois le montant, 13 millions, je demande le nombre de lampadaires, 2500 à peu près, je fais un calcul rapide, je vois que c'est 4000 et quelques. Ma première réaction, spontanée, innocente, je dis mais on est à 4900, mais moi je viens de payer des lampadaires avec Modern Construct qui coûte 1500 $. Comment je peux justifier des lampadaires qui coûtent 3 fois plus cher? Oui, on est au courant et tout, mais ces lampadaires-là, ce n'est pas les mêmes. Et puis, il me démontre, effectivement, ce n'est pas les mêmes. Et il me rappelle que ces lampadaires-là, c'est des lampadaires qui sont venus de France. C'est une opération pilote. Ils sont achetés en France à 1700 €. Et ces lampadaires-là, c'est une opération pilote pour déclencher
le financement du Trésor français, que je devais signer d'ailleurs en avril et que je n'ai pas signé, de 1500, pour 30 000 lampadaires. Alors, peut-être que vous allez me dire que le Trésor français aussi était dans la surfacturation, etc. Bon, ça, vous avez le droit. Mais c'est de cela qu'il s'agissait. Et donc, quand je vois ces évidences, je dis, OK, donc c'est une affaire sérieuse. Et il me montre même les différences de luminosité, etc. Je dis, bon, puisque c'est déjà validé par ma hiérarchie, bon, on va y aller. Et alors, je dis, bon, en même temps, comme ce n'est pas les mêmes lampadaires, mais que je veux m'assurer qu'on paye vraiment les lampadaires qu'on a dit et qu'on ne va pas payer des lampadaires moins chers après, je mets en place une règle de jeu. Je dis au gouverneur, vous ouvrez un compte dans une banque, je vous paye l'argent, mais nous allons surveiller l'exécution de ce paiement pour protéger l'argent. Et il ouvre un compte à la Sophie Bank. Je transfère les 13 millions et en même temps j'écris à la Sophie Bank pour dire, je transfère, et au gouverneur d'ailleurs, pour dire je transfère l'équivalent de 13 millions de dollars pour les 2500 lampadaires, mais pour garantir la bonne exécution du projet, il faudra ma non-objection pour les décaissements. Et la première non-objection, c'est 30% du montant que vous avez le droit de payer au prestataire, Solectra. Tout le reste, 70%, vous ne payerez que aux fournisseurs du prestataire. C'était pour moi une façon de sécuriser. Quand j'ai fini de faire ça, j'appelle l'inspecteur général des finances. Je lui dis, monsieur l'inspecteur général, je viens de transférer 13 millions à l'hôtel de ville dans un compte à Sophie Bank. Je vous demande à vous de surveiller l'exécution de ce projet pour que tout se passe bien. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème, ça tombe bien parce que j'ai déjà une équipe qui est basée là-bas à l'hôtel de ville, donc ils vont faire le suivi. Je dis, OK, je suis tranquille. Premier paiement, OK. Deuxième paiement, le gouverneur écrit à l'inspecteur général des finances pour dire, on a déjà atteint 70% d'exécution. C'est lui, hein, selon ses calculs. Moi, je ne suis même pas au courant. Alors, je demande qu'on paye encore 40% du montant au prestataire. L'inspecteur général des finances autorise. Il dit, oui, vous pouvez payer. C'est la banque qui m'interpelle. Le directeur de la banque, M. Henri Wazny, qui m'appelle, qui me dit, Excellence, vous aviez dit qu'on ne peut pas payer plus de 30% au prestataire. On a déjà payé 30%, maintenant on me demande de payer 40% encore au prestataire. J'ai dit non, vous vous conformez strictement à l'instruction que j'ai donnée. Vous payez par lettre de crédit, vous payez les fournisseurs, mais vous ne payez pas le prestataire lui-même, directement. Il a déjà eu ses 30%, ça suffit. Maintenant, il faut qu'on sécurise le projet. OK, très bien. Il respecte ce que je dis. Après, il y avait encore un dernier 30%, la même chose. Il demande encore, et cette fois-là, le gouverneur écrit pour demander qu'on paye dans le compte fonctionnement de l'hôtel de ville. Je n'ai même pas répondu, et la banque était au courant des instructions. Heureusement, la banque nous a aidés à sécuriser. Et tout s'est bien passé, les conteneurs sont arrivés à Matadi. Maintenant, il faut sortir les conteneurs pour faire le projet. Cette fois-ci, maintenant, le prestataire nous saisit pour dire, on me demande de payer la TVA et la douane, les deux ensemble, ça fait 56% du montant. Si je paye ce montant-là, je perds de l'argent. J'ai dit, mais il fallait négocier l'exonération avant. Votre contrat ne prévoit pas d'exonération. Il dit, oui, mais je ne savais pas, j'étais distrait. Partout en Afrique où j'ai fait les projets, ces produits sont exonérés. Il m'écrit pour demander une exonération. J'envoie à ma cellule fiscale, le conseiller Chiribagoula, il me dit, au moment où nous parlons, il y a un décret en préparation qui exonère les produits solaires, mais il n'est pas encore finalisé. Ce que je vous conseille, c'est d'autoriser l'enlèvement d'urgence. Comme ça, il n'a pas de frais, il n'a pas de surestarise, il continue son projet. Et entre-temps, on espère que le décret sera fait et comme ça, ils pourront bénéficier d'exonération. Je dis, ah oui, ça c'est pas mal comme idée. Et il prépare une lettre et j'autorise l'enlèvement d'urgence. Ça va à la douane autorise la levée des lampadaires. L'IGF, qui est aussi à Matadi, s'interpose et bloque. Ils reviennent vers nous, ils s'échangent entre eux. L'IGF dit, OK, on va lever, que le ministre confirme. On me demande de confirmer, je confirme de nouveau. L'IGF bloque de nouveau. Et tout ça, moi, je suis distrait, c'est des routines, ça, c'est du boulot des routines. Et puis, je suis tranquillement chez moi, je n'ai plus de nouvelles.
Et nous nous retrouvons, je crois, au mois d'août 2023, au Brésil. Nous accompagnions le chef de l'État qui avait un sommet à Belém avec le président brésilien. Et M. Samba Bachili est là. On se retrouve dans la suite du président, parlant d'autres sujets. Et puis, M. Samba, avant la fin de la discussion, il dit « Mais, président, j'ai toujours un problème, je n'ai pas encore fini mon projet de lampadaire, alors que bientôt on va signer à Paris pour le financement et tout. » Alors le président qui dit « Comment, c'est pas encore fini cette affaire, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit « C'est le ministre des Finances. » Il dit « Non, non, c'est pas lui, c'est l'IGF. L'IGF qui bloque, le ministre a déjà écrit, mais l'IGF bloque. » Il se tourne vers moi. J'ai dit « Non, président, moi j'ai fait ce que je devais faire, je ne suis au courant de rien. » Alors il me dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, il faut que l'IGF autorise qu'on enlève les affaires pour ne pas compromettre le projet. Alors, et puis le président me demande, moi, d'appeler l'IGF. Il dit, vois avec lui, qu'il libère le temps que... Il ne faut pas compromettre le projet, comme sinon il aura des surestarises, et puis, entre-temps, on va régler le problème. Je sors de la suite, j'appelle l'IGF, je lui rends compte, je lui dis, voilà, on est au Brésil, M. Samba a posé tel problème, le président demande que tu libères d'abord et on va régler le problème de l'exonération après. Moi-même, j'étais surpris que ce n'était pas encore réglé. Alors, il me dit, ok, ça va, je vais le faire. Je dis, bon, si vous avez des doutes, demandez à José Louvoiseau qui était là, au directeur de cabinet adjoint Olivier Mondongue qui était là. Il dit, non, ou bien demandez au président lui-même. Il dit, non, comme vous m'avez dit, Excellence, je m'exécute. On est en août 2023, hein. Je m'exécute. Août passe, jusque décembre, élection passe, et après, quand tous ces gens décident de m'abattre, il ressort ce dossier, et avec deux thèmes, surfacturation et non-livraison. Voyez un peu. C'est la même IGF qui a sorti ce dossier, alors que c'est eux qui étaient en charge, et du suivi du compte, et de la libération des conteneurs, dans une affaire transparente, et ils ne l'ont pas fait. Si moi, j'avais des intentions de m'enrichir là-dessus, vous croyez que je n'allais pas autoriser qu'on donne l'argent au prestataire pour qu'il m'en donne une partie? J'ai refusé de le faire, justement pour éviter qu'on ait cela. J'ai sécurisé le projet. Maintenant, donc on a fait ce scandale. Et lorsque j'ai eu l'occasion, dans une confrontation avec l'IGF, de démontrer que c'était vraiment de la mauvaise foi et de la cabale politique, en relatant tout ce que je viens de vous dire, le seul argument qu'il a trouvé, c'était « Non, mais en réalité, le prestataire dit qu'il a acheté ses lampadaires à 1 700 €. C'est faux. Moi, j'ai écrit au prestataire, il a acheté ça à 800 €. Donc, il ment quand il dit qu'il va perdre de l'argent s'il paye la douane s'il paye la douane et la TVA. » Je dis, ah bon? Et pourtant, le prestataire a été payé par lettre de crédit. La banque ne peut pas tricher sur la lettre de crédit. C'est une société bien connue en Europe. Comment la banque peut tricher sur une lettre de crédit? Et puis, je ne pense pas que ce que vous dites est vrai parce que le crédit qu'on a obtenu avec le Trésor français, quand vous faites 50 millions d'euros pour 30 000 lampadaires, ça donne à peu près le même prix. On est à 1660 et quelques. Donc, je ne pense pas qu'il y ait tricherie sur le prix. Moi, c'était pour m'assurer que la qualité soit la même, que j'ai fait tout ça, ce dispositif. Alors, il me dit, non, j'ai la lettre. Mais montrez-la, il ne me montre pas. Et le lendemain, j'appelle le prestataire. Je dis, mais finalement, vos lampadaires, vous les avez achetés à combien? Parce que l'IGF prétend que c'est à 800 $ et que donc votre argument de perdre l'argent est un faux argument. Il dit, Excellence, je mets quiconque au défi. Ce produit est connu, c'est 1 700 €, 1 770 €. D'ailleurs, je vais demander au prestataire de le prouver. Et la même journée, il m'envoie une lettre écrite par le prestataire qui confirme le prix de 1 700 €. Ça, c'est juste la lampe, sans compter le mât qui était importé du Maroc, sans compter les accessoires et tout le reste. Et quand vous ajoutez transport et tout, et douane et tout, c'était 4 900 € était justifié. Le dollar était justifié. Et donc, quand je reçois la lettre, j'envoie ça à l'IGF, à l'inspecteur général. Je dis, mais hier, chez le président, vous avez dit qu'il a trompé sur le prix, et donc son argument de dire qu'il perd de l'argent est un faux argument. Regardez ce qu'il m'a envoyé. Regardez ça. Et d'ailleurs, quand on fait le calcul, 50 millions par 30 000 lampadaires, c'est ça. Alors, dans quel intérêt vous racontez des choses fausses? Dans quel intérêt vous mentez? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Ça, c'est ma question. Finalement, quand on regarde la tournure de ces dossiers, notamment d'autres aussi, est-ce qu'il y a-t-il eu un problème entre votre ministère et l'IGF, finalement? Non, les gens veulent faire des biceps, mais moi, je ne suis pas dans cette logique. Moi, je suis dans une logique de travail et de résultats.
C'est tout. Mais les gens veulent faire la politique quand ils ne le sont pas. Nous qui sommes censés faire la politique parce que nous sommes des politiques, on est préoccupés par les résultats. C'est ça, toute la différence, elle est là. Et donc, il fait ça, et après, j'apprends que les mêmes lampadaires qui étaient bloqués à Matadi étaient mis en vente aux enchères, et j'apprends que c'est la société Proton qui est candidate pour acheter ces lampadaires qui sont mis aux enchères. Ça, c'est déjà sur les lampadaires eux-mêmes. Mais sur le prix des lampadaires, je crois que la démonstration est claire qu'il n'y a pas surfacturation. Deuxièmement, la même IGF qui était en mission à la ville de Kinshasa n'a pas vu, peut-être qu'elle était distraite, qu'il y avait un autre fournisseur qui s'appelle Proton, du groupe Raoji, qui vendait des lampadaires 2 fois moins performants ou 3 fois moins performants que ceux de Solectra à 6 000 et quelques dollars, plus de 6 000 dollars. Pourquoi elle n'a pas vu? Pourquoi elle n'a pas parlé de surfacturation? Parce que vous avez empêché... Oui, mais j'ai empêché aux gens de bouffer. Mais pourquoi vous l'avez fait? C'était pour quelle raison? Mais non. Vous soupçonniez qui allait voler cet argent? Je vais vous dire une chose. Le projet était déjà accepté, les prix étaient connus, l'argent était connu, vous avez payé. Pourquoi suivre l'argent même là où on doit aller? Donc vous me reprochez d'avoir protégé les intérêts de l'État? Parce que finalement, ça n'a pas eu lieu. Finalement, on n'a pas eu les lampadaires. C'est faux. Les lampadaires sont finalement... ne sont pas installés. Non, ils ont été installés. Ils sont installés aujourd'hui à 95%. Le seul tronçon qui n'est pas installé, c'est à la demande du gouverneur, parce qu'il y a des travaux à faire sur la route et tout ça. Mais ils sont faits. Mais là, plus personne n'en parle. On continue de répéter, monsieur Lampadaire, monsieur Toto, comment on dit, Yo-Yo, Yabana. On continue de salir mon nom alors que le travail est fait et alors que j'ai héroïquement protégé la nation. Et, par ricochet, j'ai démontré la mafia qu'il y avait derrière. Mais puisque je n'ai pas cette puissance médiatique que d'autres ont, parce que je ne pense pas, moi, quand je me réveille le matin, à corrompre les journalistes pour qu'ils m'encensent, eh bien, bon, c'est moi qu'on veut jeter en pâture. Alors, nous abordons un autre sujet, si vous êtes d'accord avec moi. Vous allez compléter chacun sur ces sujets-là. Finalement, on parle des lampadaires, on parle de forage, mais on parle aussi d'Arena, on parle aussi des centres financiers, on parle de l'aéroport. C'est toujours les ministres des Finances, c'est toujours vous au cœur de tout cela. On a l'impression qu'il y a une culture, et le terme n'est pas de moi, on parle de culture de la frappe. Vous savez pourquoi tous les hommes d'affaires et les grands groupes sérieux ont peur de venir en RDC? Justement à cause de ça. On fait tellement de bruit pour un oui, pour un non. Parce que le Congolais, en général, est très porté sur ça, sur les commissions et tout. Et donc, le premier réflexe, c'est de soupçonner l'autre d'être comme lui-même il est. Je vais vous dire, il n'y a pas un projet plus transparent et plus efficient, c'est-à-dire rapport qualité-prix, que le centre financier, le centre des congrès et l'Arena. Je peux vous en faire la démonstration. Le centre financier a été fait au coût de 1800 $ le mètre carré et pour la plus grande partie en incluant le mobilier. Vous n'avez pas un prix aussi compétitif pour cette qualité-là. Ça, c'est un fait. Personne ne peut, on peut dire ce qu'on veut, ça ce sont des faits qui s'imposent. Il a été fait en un temps record qui n'a jamais été atteint dans ce pays. Et pour m'assurer que les choses se passent correctement, que je sois blanc comme neige dans ce dossier, j'ai fait le choix de recruter une entreprise d'envergure internationale pour le contrôle, pour tous les contrôles, justement pour me prémunir de ce genre de critiques. On a choisi, à l'issue d'un processus compétitif, d'un appel d'offres restreint, une entreprise française qui s'appelle Gémeaux, qui est la même, qui a fait le contrôle de Bercy en France, qui a fait le contrôle de l'Arche de la Défense à Paris, qui a fait le contrôle du complexe de l'Union européenne au Luxembourg, qui a fait le contrôle de projets en Angola, en Algérie, au Gabon. Donc c'est une signature internationale connue. J'ai fait ça exprès, justement pour me prémunir. Parce que je sais que le contrôle est notre point faible. Et cette entreprise elle-même témoigne qu'elle a rarement vu, y compris dans les pays développés, un projet aussi efficace, un projet aussi efficient. Et que ce projet peut se mettre à côté de n'importe quel grand projet similaire dans le monde. Peu de temps après l'inauguration, ou avant ou après, je ne sais plus, non, après, ce bâtiment, ce complexe, centre financier, centre de conférence, a reçu un prix international de la meilleure architecture qui combinait bureaux, etc.
C'est pour vous dire que nous avons amené le niveau au-dessus. Et comme dans un panier à crabes, on veut nous ramener en dessous. Mais si des gens peuvent faire mieux, qu'ils le fassent. Mais moi, je suis plus aux affaires. Qui a financé les centres financiers? Voilà. Qui a financé Arena? Il y a eu aussi une polémique venue de l'IGF toujours, parce qu'il a dit devant moi que, voilà, il était censé préfinancer, il n'a pas préfinancé, il a travaillé avec l'argent qui venait d'ici. Mais ce sont ce genre de raccourcis simplistes qui m'attristent quand ça vient d'une institution aussi prestigieuse. L'engagement contractuel pris avec le groupe Milvest était de construire, il recevait 15% au démarrage, et puis il recevait un montant mensuel moyen qu'on ajustait en fonction des factures introduites. Et il n'emmenait rien. Non, ça c'est l'engagement contractuel. Ça veut dire que si on suivait le contrat, ce projet allait faire 3 ans ou 4 ans. L'engagement politique pris par le prestataire, avec la bénédiction du président Erdogan, était de dire « Nous allons préfinancer pour accélérer la fin du contrat avec comme objectif de permettre une inauguration avant fin décembre 2023. » Et ils l'ont réussi. Laissez-moi vous donner des détails de chiffres. Lorsque nous payons environ 5 millions par mois pour le centre financier, 5-6 millions pour le centre de conférences par mois, arrivé en novembre, début décembre 2023, peu avant l'inauguration, les travaux effectués justifiaient un paiement de 200 millions que nous n'avions pas payé, que nous devions encore au prestataire. Ça veut dire qu'il a réellement préfinancé. Et comment il préfinance? Tout est venu de l'étranger. À part peut-être le ciment et les barres de fer, encore que même les barres de fer, parfois, c'est venu de l'étranger. Et donc, il a préfinancé. Il avait 2-3 000 employés ici, ce qui a permis de terminer en décembre, d'assurer l'inauguration en décembre, mais nous n'avions pas payé. Ce n'est que quelques jours avant l'inauguration que nous avons pu débloquer un crédit sur lequel nous étions depuis plusieurs mois auprès d'une banque privée de 100 et quelques millions. Il avait pris un premier acompte d'environ 100 millions, qui a diminué la dette. Et à partir de janvier, nous avons continué à réduire la dette. Et au moment où nous parlons, nous avons réussi quasiment à couvrir la dette pour ce qui est du centre financier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aussi au centre financier? Pendant qu'on faisait les travaux, il y a des nouvelles initiatives qui ont donné lieu à des avenants. Mais c'est allé tellement vite que parfois les avenants ont été finalisés après. Mais tout dans la transparence. Il y a eu quelques autres contraintes. Le bâtiment qui doit abriter l'hôtel Marriott, dont nous sommes propriétaires du gros œuvre, eh bien, on a dû également, à cause des exigences de Marriott, ajouter 1 ou 2 étages. Alors, et puis on a dû faire la voirie. On a dû faire les évacuations des eaux jusqu'au fleuve. C'était des techniques qui n'existent pas chez nous. Et c'est le Turc qui a eu la charge de le faire, en accord avec l'OVD. Vous savez que pour ce travail-là, de voirie tout autour et d'acheminement de l'eau, l'OVD nous a demandé une affaire de 29 millions. Et lorsqu'on a demandé au prestataire Milvest, il nous a fait le même travail à 13 millions. Donc c'est pour vous dire qu'on n'était pas dans un esprit de gagner de l'argent ou de s'enrichir. On était dans un esprit de faire au meilleur prix pour le bien du pays. Finissons avec le prix. L'Arena. L'Arena est un projet qui tenait à cœur au président de la République depuis le début du mandat. Il souhaitait offrir à la jeunesse cet ouvrage pour motiver les jeunes sportifs que nous sommes et les amener plus loin dans cette idée d'avoir... Parce qu'on est un pays de 100 millions d'habitants, on a besoin d'être à la fois un pays de champions et puis un pays de rencontres. Et donc, dans cette vision, qui est un élément important, hein, c'est ce qu'on appelle le soft power, c'est important, il a voulu cette Arena. Au début, je lui disais, nos finances ne sont pas suffisamment solides pour s'engager là-dedans. Et dès qu'on a vu qu'on avait des performances, on a dit, bon, on y va pour l'Arena. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son conseiller en matière d'investissement s'est mis à discuter avec l'entreprise turque, une autre entreprise turque qui s'appelle Souma, qui a fait beaucoup d'ouvrages à travers l'Afrique, pour justement faire cette Arena. C'est la même entreprise qui a fait l'Arena à Kigali, qui a fait à Dakar, qui a fait des ouvrages en Guinée équatoriale, un peu partout. Et ils ont commencé à discuter, et lorsque on était en train d'essayer d'évaluer est-ce qu'on peut se l'offrir, avant de passer à la phase technique. Et donc, lorsqu'ils ont avancé, à un moment donné, ils sont allés finir les discussions à Istanbul. Et j'avais mes conseillers dans l'équipe.
Et ils ont signé un PV qui concluait qu'on allait faire l'aréna de 20 000 places à 125 millions de dollars. Alors, moi, je prends note, je prends acte. Je suppose que le travail est bien fait. Et puis, ils se donnent rendez-vous, on était en avril, ils se donnent rendez-vous en juin pour la signature du contrat en présence du Premier ministre avec les ministres concernés en juin. En juin, on est devant le Premier ministre, on nous amène les signataires, nous signons. Il y avait le ministre des Sports, le ministre des Infrastructures, il y avait moi. On finit de signer, on prend les signataires, on rentre au bureau et le lendemain, mon conseiller financier, Vageni Paipai, m'envoie un message. Il dit, Monsieur le ministre, quand nous avons terminé à Istanbul, nous avons signé un PV, on avait trouvé un accord sur 125 millions pour 20 000 places. Là, on vient de vous faire signer 175 millions. Je ne sais pas d'où vient la différence de 50 millions. Alors, je m'inquiète parce que c'est une responsabilité. Je prends son message, je l'envoie au chef de l'État pour dire, il me demande, c'est qui ça, je l'explique. Il me dit, ah non, il n'est pas question qu'on se fasse avoir comme ça. Il faut clarifier ça, il faut revoir. On commence des discussions. Je ne sais pas vous dire qui a fait quoi dans cette affaire, qui est responsable de quoi, je préfère même ne pas le dire, mais il se trouve que j'ai dû faire marche arrière à la République et remettre en question ce contrat. Donc il y avait la frappe dedans, là. Alors, finalement, on finit cette étape et à un moment donné, un jour, on est en train d'évaluer le projet centre financier, centre de conférence. J'étais là, M. Touran Mildon de Milvest était là. Et dans la conversation, le président demande, mais dites-moi finalement, combien ça coûte pour faire une aréna? Et M. Touran dit, Monsieur le Président, je ne veux pas entrer dans ce dossier parce que le Turc qui a fait ce que vous savez là est un concurrent. Et si je prends position, il me fait déjà la guerre, je ne veux pas d'histoire. Il dit non, dites-moi c'est combien. Et finalement il dit, je vais vous dire la vérité, le cabinet d'architectes qui a fait ce projet est le même que j'utilise. D'ailleurs, j'ai des actions dedans. Je connais tout le dossier. Pour faire une aréna sportive, en Europe, le prix en Europe, le coût de production, sans les bénéfices, c'est 3 000 € par siège. Donc, si vous faites 20 000 sièges, c'est 60 millions d'euros le coût en Europe. Maintenant, en Afrique, vous ajoutez quelque chose parce que c'est en Afrique, et puis vous ajoutez vos intérêts, vos bénéfices et tout. Et le président lui demande, mais dites-moi, si je vous demande de le faire, vous pouvez le faire à combien? Il dit, ah, président, je préfère ne pas le faire parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire, je ne veux pas de conflit avec mon compatriote. Il dit, je suis le président de la République, si c'est à vous de le faire, puisque l'autre est défaillant, vous le ferez à combien? Et finalement, il dit, entre 100 et 110, en tout cas pas plus de 120. Et le président qui dit, bon, si c'est comme ça, il faut revoir avec, il me demande de revoir avec mes collègues comment faire pour que lui prenne le dossier. Et il me dit même de notifier à l'autre qu'on ne sera pas en mesure de payer puisque à cause de ces discordances sur le prix. J'écris la lettre à l'autre, le dossier tombe. Et finalement, M. Milvest nous refait un devis et il tombe à 103,9 millions. Mettons 104 millions de dollars. Il dit voilà le prix pour faire l'aréna. C'est comme ça qu'on est allé sur l'aréna avec M. Milvest. Mais pourquoi il y a interruption de... Alors, la même chose. Il a voulu accélérer parce qu'il est de bonne foi, parce qu'il accompagne le pays, y compris avec ses propres moyens, parce qu'il avait reçu un premier acompte de, je crois, une vingtaine de millions, et il a fait des travaux pour plus de 60 millions. Même plus que ça. Et jusque là où on est. Au moment où nous parlons, tout ce qu'il faut pour terminer l'aréna est déjà au Congo. Mais la plupart encore bloqués à Matadi, toujours à cause de nos tracasseries habituelles. Mais tout est là. Et donc, il a dit, moi j'ai pris beaucoup d'avance. Comme j'ai beaucoup de contrats, beaucoup de chantiers, je veux qu'on me paye pour terminer. Mais d'abord, là, on me doit 65 millions pour que je puisse avancer. Le ministère des Finances a décidé de lui payer 45 millions. Mais ça, c'est du travail déjà fait. C'est du travail déjà fait. Et comme il y avait encore des petits riens à rester, il a beaucoup de projets ici, il a essayé de faire ce qu'il peut, mais tous les retards qu'il a pris, qu'on lui a imposés dans ses paiements, ont fait que chaque mois, il doit payer, je ne sais pas combien, 3 millions, 5 millions pour ses équipes, pour le personnel et tout. C'est des pertes sèches qu'il fait. Parce que le principe était de travailler vite pour perdre moins d'argent. Et donc, voilà la situation. Donc, mais maintenant, il n'y a aucun problème qui se pose. C'est à l'État
de s'entendre avec le prestataire sur le rythme des travaux, le rythme des paiements. La bonne nouvelle, c'est que tout est sur place à Kinshasa et ça va se terminer. Parfois, j'ai l'impression, puisqu'il y a toujours une cabale contre moi, que tout est fait même pour bloquer ces projets, juste pour pouvoir dire, voilà, il n'a rien fait, on a payé les gens. La preuve, c'est que la semaine dernière, il y a eu un paiement qui a été fait de 129 milliards, qui équivaut aux 45 millions dont j'ai parlé, paiement fait par mon successeur. On a dit, voilà, le ministre a payé 129 millions de dollars, plus que les 104 millions du contrat, et rien n'est fait, tout est bloqué. Vous voyez cette manipulation permanente des médias, et en ciblant une seule personne, toujours la même. Honorable, votre bourreau, c'est M. Joël Nguete. Non, je ne vais pas me rabaisser à ce niveau-là. Oui, mais parce que dans les discussions, vous dites que c'est lui qui bloquait... Peut-être qu'il n'est que l'instrument d'un système. Et je pense d'ailleurs qu'il est l'instrument d'un système, plus que lui-même. Bon, il a peut-être ses intérêts, il a peut-être ses calculs à lui. On lui a peut-être promis qu'il allait y avoir ceci, qu'il allait être nommé. Et donc, il a joué le jeu. Mais je ne vais pas me rabaisser à ce niveau-là. 400 millions, si on fait tous les calculs, c'est un peu plus de 500 millions de dollars avec tous ces projets, centres financiers, Arena, etc., plus de 500 millions de dollars. Est-ce que vous, en tant que Congolais, 500 millions de dollars pour construire des bâtiments de prestige valent plus que des kilomètres de route, valent plus que des routes de dessert agricole, oui, des projets agricoles, ça vaut plus. C'est bien, mais vous êtes dans les raccourcis du citoyen lambda. Nous avons autant besoin de routes que de forages, que d'accès à l'énergie, que d'infrastructures de ce type. Vous savez que notre pays, un des grands problèmes que nous avons, c'est l'image du pays. C'est le soft power, c'est la capacité de faire entendre notre voix. Pourquoi nous subissons tout ce que nous subissons des pays voisins et tout? Parce que nous sommes perçus comme un pays qui n'a pas cette influence. Pour votre information, jusqu'au moment où je quittais le ministère, il y a une banque de la place qui était en train de nous suivre en disant « Je voudrais vous payer 4 millions de dollars par an juste pour que mon nom soit affiché sur l'Arena, que ce soit Arena lié au nom de cette banque. » C'est pour vous dire que derrière ça, il y a une économie. Ce n'est pas de l'argent de prestige, c'est une activité économique, une activité de soft power. Vous imaginez l'influence qu'on peut avoir quand on réunit des gens. Aujourd'hui, toutes ces réunions se font à Kigali. Et vous savez qu'en termes de soft power, d'influence, nous avons un retard à rattraper. Donc c'est quelque chose de bien pensé, qui est économiquement viable. Est-ce que vous savez combien vont générer toutes ces infrastructures? Oui. Vous avez fait les calculs, ça générerait combien? Je peux vous donner... Mais je vous dis qu'en 10 ans, on récupérait les 400 000. Oui, mais après, ça générerait combien par an, le centre financier, par exemple? Non, je vous redis. Oui, c'est vrai. Je vais vous donner un business plan, si vous voulez, mais retenez ceci, on est en train de faire une synthèse. Retenez qu'en 10 ans, on récupère notre mise. Mais comment expliquer... vous donnez des réponses claires, mais comment est-ce que vous expliquez que vous êtes parfois contredit par l'IGF qui avait lancé également des amations? L'IGF, c'est de bons comptables, mais quelle vision l'inspecteur général des finances a? Lui qui n'a œuvré que ici, à poursuivre les entreprises, parfois à être leur conseiller, parfois à les poursuivre. Il y a plusieurs façons de faire. Même en matière de lutte contre la corruption. Il y a ce que moi j'appelle la lutte contre la corruption folklorique. Celle qui consiste à dire, c'est moi le shérif, c'est moi qui décide qui est voleur, qui ne l'est pas. Et surtout quand j'ai les médias et la société civile dans ma poche, il y a une autre façon de lutter contre la corruption qui est plus le c'est celle de changer les systèmes. Pour contraindre tout le monde à aller par un chemin, celui de la transparence. Et je vais vous dire ce que moi j'ai fait à cet égard. Je vous en prie, parce que vous n'êtes pas concurrent de l'IGF. Non, mais c'est vous qui me posez la question. Oui, mais je voudrais vraiment qu'on rentre dans ce que Laissez-moi vous dire ce que moi j'ai fait. Je ne parle pas de l'IGF. D'accord. Je dis ce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai fait, c'est mettre en place un système. Et c'est quoi ce système? Lorsque j'arrive, je commence par la loi anti-blanchiment, où nous n'étions pas à jour au niveau international. Cette loi a beaucoup d'innovations. Elle introduit des notions nouvelles, des notions de conflit d'intérêts et tout le reste, qui impliquent tout le monde. Des notions de personnalité politiquement exposée. On s'est mis au diapason international. Deuxièmement, au niveau interne, je prends une nouvelle loi fiscale, qui est la plus grande réforme fiscale depuis 1967, où le système d'impôt cédulaire terminé. J'ai introduit l'impôt sur les personnes physiques. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça justement parce que j'estimais qu'on ne peut pas être dans un système où, quand on est
dans des responsabilités publiques, on passe son temps à accuser les privés de voler, de tricher. Entre-temps, on voit que ce sont les personnalités publiques qui s'enrichissent le plus. Dans l'impunité la plus totale, elles ne rendent jamais compte. Et les privés qui souffrent pour créer la richesse sont tout le temps en train d'être redressés, etc. J'ai dit non, il faut rétablir les choses. Et donc, j'ai introduit l'impôt sur les personnes physiques qui a été voté, la loi a été votée en décembre 2023. Elle va être d'application à partir de 2025. Et donc, tout le monde devra rendre compte. Il faut apprendre à rendre compte. Moi, j'ai appris à rendre compte. Ça fait 15 ans, 18 ans maintenant, qu'à l'extérieur, chaque année, je rendais compte sur mon patrimoine, sur mes revenus, et je devais justifier. Mais mes deux dernières questions, vous avez dit c'est que vous avez fait, mais c'est que vous avez fait aussi. C'est-à-dire, vous avez votre salle de jeu préférée quand vous étiez au ministère des Finances, c'était la dette intérieure. C'est là où vous jouez. Un dépassement de 500%. C'est là où on vous tape aussi. Oui, on dit, mais c'est votre salle de jeu préférée, vous y allez. Dans les ragots. C'est pas le ragot. Je parle de la Cour de compte, 500%. Non, mais écoutez, mais la Cour des comptes, c'est ça le problème. Il y a des faits, quand je vous on parle de faits. Je vous dis que... Le ragot de la Cour de compte. Est-ce qu'on n'a pas dit que la justice était malade? Est-ce qu'on n'a pas dit que la presse était malade? Est-ce qu'on n'a pas dit que la classe politique était malade? On peut continuer à l'infini. Hein. La Cour des comptes a commis un faux. Elle a prétendu que 52% des dépenses ont été faites en procédure d'urgence. C'est un faux. Un faux, c'est quoi? Matériellement, ce n'est pas vrai et il y a une intention de nuire. Maintenant, pour quelle raison? Et pourquoi je dis qu'il y a eu une intention de nuire? Parce que 2 jours avant, c'était un rapport provisoire. Avant que ça devienne définitif, nous avons communiqué à la Cour des comptes en disant, mais ce que vous dites est faux. Regardez les chiffres de la Banque centrale, c'est ça la base. Demandez au FMI qui a fait son rapport, c'est ça la base. Pourquoi vous dites 52% qui n'existe pas? Ils nous ont répondu, je peux vous montrer le message. La Cour des comptes n'a pas produit un rapport, ce n'est qu'un rapport provisoire. Donc on s'est dit, ils vont corriger. Ils n'ont rien corrigé, ils ont mis. Vous avez vu l'usage qu'on en a fait politiquement, notamment par l'opposition, Mwando Simba, et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais si tout le monde dans un pays commence à utiliser le faux pour se faire valoir, la presse, la société civile, la classe politique, où allons-nous? Il n'y a que vous qui dites la vérité. À un moment donné, non, on peut confronter. Il n'y a que vous Écoutez, qui dites madame, la vérité. si j'ai été disculpé, c'est pas parce que j'ai eu un soutien quelconque, c'est parce que c'était tellement évident. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je sais ce que je fais, j'agis en responsable. La dette intérieure, la dette intérieure. Les chiffres annoncés par la Cour des comptes sont des chiffres flou, embrouillé. Je n'ai pas encore été dans tous les détails, mais ce que je sais, c'est qu'ils disent qu'on a payé 400 millions, je ne sais pas combien, de dettes non certifiées. C'est faux. Il s'agit de quoi? Il s'agit des pétroliers. En 2021, j'ai payé 121 millions de dollars aux pétroliers. Ce n'était pas budgétisé. Mais on a payé. En 2022, j'ai payé 433 millions aux pétroliers, manque à gagner. Ce n'était pas budgétisé. Donc vous payez même quand ce n'est pas budgétisé. Non, mais madame, vous êtes journaliste, donc je suppose que... Ça manque de rigueur. Non, je suppose que vous êtes suffisamment instruite. Les manques à gagner, on les paye pour maintenir le prix stable et bas. C'est pas pour faire plaisir. Mais ça vous revient en pleine figure maintenant. Mais non, c'est une utilisation politicienne. Vous êtes censé clarifier ces choses pour éduquer la population. Mais si vous-même vous tombez dans le trou, donc vous n'êtes pas la bonne personne. Vous avez payé en mode d'urgence aussi les dettes. En mode d'urgence. Pourquoi on demande d'urgence? Parce que quand on paye, mais souvent c'est régularisé juste après, c'est parce que... La régularisation pose souvent problème. Hein. Non. Quand il faut régulariser, souvent, il y a des tripatouillages. Hein. Quel tripatouillage? Oui. Mais vous, je vous m'inquiétez, vous croyez plus rigoureux que ça. Quand vous suivez franchement, je vous croyais plus la chaîne de la défense. Est-ce que je peux récupérer la police de débat? Nous allons continuer. Chers confrères, vous allez poser vos questions. Non, mais là, vous m'inquiétez. Laissez-moi continuer 2-3 questions. On a payé pour les 3 dernières années près de 800 millions de dollars de manque à gagner pour préserver le prix du carburant. Tout récemment, une décision a été... Et je vous dis, malgré cela, au 31 décembre 2023, nous devons encore aux pétroliers à peu près 300 millions. À fin septembre 2024, nous leur devions 150 millions rien que pour 2024. Avec la décision qui a été prise de baisser le prix, cette dette va s'accroître de 50 millions de dollars par mois. Ce sont des décisions qui ont été prises, des décisions politiques. Faut-il maintenant accepter des pénuries dans les stations ou bien faire un effort pour calmer le prix? Moi, à ce moment-là, je ne suis qu'un exécutant. Maintenant, il y a des politiques alternatives et nous avons mené ces politiques. C'est quoi les politiques alternatives? Sur le prix du carburant. Moi, j'ai demandé, quand j'étais intérimaire à l'économie, qu'on sorte
toutes les fournitures de carburant au secteur minier dans le calcul de la subvention. J'ai même pris un arrêté pour cela. Je ne suis pas sûr que c'est appliqué, il est possible que ça le soit, mais ça devrait être appliqué. Et si pour le Grand Katanga, c'est moins de 10% qui va à la population. 90%, ça va. Est-ce qu'il y a une réflexion sérieuse, structurelle, pour essayer de sortir finalement de ces pièges, puisque, comme vous l'avez démontré vous-même, nous allons continuer, l'État va continuer à subventionner à des prix... Oui, on avait toute une feuille de route. J'ai réussi à terminer un audit profond qui a été fait. Il y avait le professeur Mabi qui était impliqué dans une commission qu'on a mis en place. Il y avait Michel Lossembe et quelqu'un d'autre. On a fait un audit comme on a rarement fait dans le passé sur le secteur avec une feuille de route. Il est clair qu'il y avait d'abord un nettoyage à faire sur la structure des prix. On l'a fait. Pendant mon petit temps à l'économie, j'ai pu économiser près de 70 millions de dollars à l'État en mettant de l'ordre. Vous savez, à l'époque, on disait qu'on se partageait 15 millions, tout ça. Tout ça, j'ai mis fin à tout ça. C'est fini, on ne partage plus les 15 millions et tout ça, les décotes et tout ça. Fini. Je leur ai dit, si décote il y a, vous le mettez dans la facture. Vous mettez dans la facture, c'est au bénéfice du Trésor et pas des individus. C'est ça ma gouvernance. Et donc, ça, on a fait. Maintenant, il y a plus que ça à faire. Il faut des investissements à faire dans le secteur, en infrastructure, pour contrôler le coût. Il faut améliorer les capacités de stockage, les capacités de transport, et puis de surveillance même des produits acheminés et vendus. Il y a énormément de fraude qui se fait, surtout dans la partie sud, là. Et donc, tout ça, c'est dans la feuille de route. Maintenant, il faut investir. Qui va investir? On doit le faire soit avec Xona-Hydroc ou avec Cobil, les deux sociétés d'État que nous avons, ou peut-être Socir. Mais c'est extrêmement difficile à construire un projet dans ce pays, pour toutes ces raisons. Et ça, ce n'est pas le ministère des Finances. Mais construire un projet, le mettre en œuvre, est extrêmement difficile parce que chacun tire de son côté. À vous entendre parler sur les plans de ce que vous avez fait pendant toute cette période où vous étiez aux affaires, vous êtes, je peux dire, une exception, hein, parce que vous refusez les décotes, vous refusez les rétrocommissions, vous refusez la corruption, vous vous battez. Et si ces valeurs sont réelles, je suis d'accord, c'est quelque chose de bien. Mais êtes-vous encore avec le président de la République? Est-ce que vous continuez à le défendre? Et quelles sont, laissez-moi terminer la question, quelles sont les valeurs que vous continuez à partager avec lui? Quelles sont ces valeurs-là aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Oui. Je suis avant tout un technocrate, mais technocrate devenu politicien. Et tout ce que j'ai pu réussir, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas le soutien du président de la République. Plus que ça, savez-vous que j'ai obtenu que l'on réduise les dotations qu'on donne à l'Assemblée nationale et au Sénat de près de 20 milliards. L'Assemblée avait plus de 40 milliards. Comment voulez-vous qu'on vous aime vraiment? Non, l'Assemblée... Mais écoutez, bon, allons-y, continuez. Non, mais... Continuez, je vous en prie. Non, l'Assemblée recevait 40 milliards de dollars, 47 milliards de dollars par mois. De francs, pardon. Oui. Par mois, selon le budget 2024. Alors que nous, déjà, entre 2018 et 2024, c'est presque par 10 qu'on a multiplié la dotation de ces deux chambres. Presque par 10, par 9 à peu près. Là-dedans, il y a les rémunérations et puis les dotations et tout. Ça devenait scandaleux. Et lorsque on a voté le budget, j'ai été voir le chef de l'État pour lui dire, Président, regardez la situation des deux chambres. Voilà, c'est presque par 10 qu'on a multiplié. On ne peut pas continuer comme ça. Alors que tous les autres, l'enveloppe salariale pour tout le reste a été multipliée par 3 dans la même période. Mais pour les assemblées, multipliée par 10. Il me dit, mais donc, quand les gens se plaignent en disant que, disons, l'élite se sert, ce n'est pas tout à fait faux. Il dit, il faut absolument changer ça. Faites-moi des propositions. On fait des propositions à la baisse et on ramène à peu près à moitié. Je fais le travail avec le Premier ministre qui adopte, le ministre du Budget, le Premier ministre qui adopte. On se retrouve et puis on dit maintenant, il faut mettre ça en application. Le budget a voté autre chose, mais il faut prendre une mesure politique courageuse pour couper ça. Et je vous dis que moi, je l'ai fait. J'ai pris le risque. Je l'ai fait parce que j'avais le soutien du président de la République. On a dit, voilà comment on va procéder. On fait des économies partout. On a déterminé les salaires des députés et des sénateurs de manière tout à fait correcte. D'ailleurs, ils ne s'en plaignent pas. Mais tout le reste, on a dû faire des coupes qui ont permis de diminuer de moitié. C'est ça, gouverner pour le plus grand nombre. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de faire en sorte que... Parce que moi, j'ai souffert des accusations que je ne voulais pas payer les assemblées provinciales.
Ils venaient parfois même faire des grèves chez moi, venir dormir chez moi. J'ai dit, Président, en faisant cela, on dégage assez d'argent pour au moins garantir que les assemblées provinciales pourront toucher régulièrement quelque chose. Parce que j'en ai assez de cette injustice. Il m'a dit non, c'est très bien. C'est ce qu'on a laissé. Mais malheureusement, bon, moi je suis parti, je ne sais pas comment ça se passe, mais malheureusement j'apprends que les assemblées provinciales continuent d'accumuler des arriérés, alors que c'était aussi pour leur faire un espace. Assemblée provinciale, sécurité, c'était ça l'objectif. Il n'y a pas que ça. On a fait énormément de choses, même sur la défense. Évidemment, c'est un peu secret défense, je ne peux pas en parler, mais on a affronté des situations qui nous ont permis de faire des économies, de revenir sur des choses, revenir sur des marchés, dans le but de faire des économies au pays. Mais toutes ces économies n'ont pas impacté les social du Congolais. Les problèmes au quotidien ont continué. Aujourd'hui, nous avons commencé une année presque blanche. Je vous ai toujours dit, si on ajoute 2 milliards de dollars par an au budget, ça fait combien pour 100 millions d'habitants? Ça fait 20 dollars par habitant. Donc, si vous attendez un impact sur les Congolais, c'est pas évident de trouver le chemin pour obtenir cet impact. Mais si on devait distribuer 20 dollars à chacun, non, on va pas aussi, on va pas faire nos raccourcis. Ça veut dire que, non, c'est pour vous dire que notre responsabilité, c'était de nous assurer que les ressources budgétaires sont mises au meilleur endroit possible pour avoir un impact, sachant qu'il y aura toujours des tensions. Les meilleurs endroits, c'était la gratuité, c'était... Mais la gratuité, nous l'avons faite. Mais aujourd'hui... Et je vais vous dire, même la gratuité, ce n'était pas évident. J'étais encore à la présidence quand le président a pris cette décision. J'étais pas sûr. Je lui avais dit en tant que technocrate, j'ai dit, Président, au moment où vous prenez cette décision, nous n'avons pas les moyens de le faire. Et il m'a dit, il faut qu'on se jette à l'eau pour se donner les moyens de le faire. Et il avait raison. L'année suivante, il se retrouve à New York avec, il reçoit Bill Gates et il lui dit, j'ai pris la décision d'assurer la gratuité de l'éducation, mais ce n'est pas évident qu'on pourra tenir. Et Bill Gates lui répond, Monsieur le Président, vous avez très bien fait. Il fallait d'abord prendre la décision politique et tout le reste va se mettre en place. Et nous avons eu le soutien de la Banque mondiale sans lequel on n'aurait pas eu cette gratuité et tout le reste. Mais il n'empêche que nous devons nous-mêmes aussi continuer les efforts. Et pourquoi? Comment faire pour continuer les efforts? C'est-à-dire, la même manière qu'on a multiplié les recettes par 3, il faut qu'on continue de les multiplier puisque le potentiel est là. Comment le faire? C'est ça, c'est l'informatique, c'est la facture normalisée, c'est les jeux d'argent, c'est la réforme fiscale, c'est que chacun rende compte. Quand j'ai fait passer, j'ai préparé la loi sur l'impôt sur les personnes physiques. Puisqu'elle ne sera valable qu'en 2025, en 2023, j'ai demandé, par arrêté, que les gens déclarent spontanément ceux qu'ils ont gagnés en salaire et ceux qu'ils ont payés en IPR. C'était juste pour préparer les esprits. Les esprits, oui, oui. C'était volontaire, c'était pas obligatoire. J'ai présenté cet arrêté 3 fois en Conseil des ministres. À la fin de compte, on avait donné jusqu'à fin mars. Fin mars, il y avait très peu d'engouement. On a prolongé jusqu'à fin juin. Vous savez qu'au niveau du gouvernement, je suis le seul membre du gouvernement qui a fait sa déclaration. Le seul. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les statistiques de la DGI qui m'ont été fournies au mois d'août. Regardez, ministère des Finances, moi seul, il n'y a pas d'autre. Maintenant, quand vous comparez secteur public et secteur privé, secteur public, il y a eu 4060 personnes qui ont déclaré spontanément. Combien elles ont gagné, combien elles ont payé. Secteur privé, 25 583 personnes. Donc, 1 du secteur public pour 6 du secteur privé. Et pourtant, quand vous regardez les statistiques de l'emploi, il y a 3 fois plus d'emplois publics que d'emplois privés dans le secteur formel. Pour vous dire que nous avons un sérieux problème de responsabilité en tant qu'acteur politique. J'ai été pionnier en posant les bases pour dire nous devons rendre compte. Et j'ai montré l'exemple moi-même. J'étais le seul du gouvernement à le faire. Et ça, c'est des choses qui doivent se poursuivre. La loi qui a été adoptée en 2023, en décembre 2023, qui démarre en 2025, elle demande une préparation. C'est pour ça qu'on avait donné 2024 comme période de préparation. Cette préparation, c'est beaucoup de travail. C'est de la sensibilisation, c'est de la mise à jour des systèmes, etc. Je ne suis pas certain que le travail est fait. Maintenant que vous êtes à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui risque d'arriver? Vous avez le pouvoir de contrôler. En 2025, on va dire, on n'est pas prêt, on prolonge, on se donne des moratoires. C'est comme ça, on a l'habitude ici. Moratoire. Ambago. Vous avez réussi à
permis à la RDC, on va dire comme ça, vous avez participé à ce que la RDC atteigne la 6e revue avec le Fonds monétaire international. Le chef de l'État a parlé de ça lors d'une interview. J'ai piloté le processus, c'est ça qu'il faut dire. Et puis vous avez participé, vous n'êtes pas clair. Mais vous avez initié beaucoup de réformes. Vous auriez dû continuer d'être ministre des Finances. D'abord, ce n'est pas moi qui décide. Et deuxièmement, je suis en train de vous expliquer ici que j'ai été l'objet d'une cabale politique parce que mes succès dérangeaient. C'est cette cabale qui vous a empêché d'être ministre. Vous étiez quand même compétent, vous êtes compétent. Oui, mais ça, ce n'est pas un problème. Mais mes succès dérangeaient. Et la cabale politique n'aurait pas porté ses fruits s'il n'y avait pas une action judiciaire. On a tout fait pour créer une action judiciaire dans les conditions que je viens de vous raconter, pour pouvoir dire, voilà, maintenant c'est officiel, il y a un problème. Mais d'autres qui ont eu des actions judiciaires ont fui et ils sont restés tranquilles, impunis. Mais moi, j'ai couru vers la justice pour me justifier. Vous vous voyez occuper encore un autre poste ici en République démocratique? Madame, je ne suis pas chômeur, je suis député national. Sur le plan politique, je parle d'un poste, fonction, mais un autre beaucoup. J'ai le temps aujourd'hui de m'occuper de ma circonscription et je le fais avec beaucoup de plaisir parce que j'expérimente tout ce que j'ai fait à travers le monde, c'est-à-dire aider au développement à la base. Je le fais avec beaucoup de satisfaction et ils me le rendent très bien. Et puis je m'occupe de moi-même, madame. J'étais pendant les 3 dernières années, j'étais extrêmement pris par le boulot. Ma femme et moi, on avait l'habitude de faire de la marche tous les soirs. On a cessé de le faire. Maintenant, on reprend. J'allais revenir sur la famille. Nous avons suivi la télévision. Nous avons, en tant que jeune âge, pas vraiment à l'homme. Vous avez été pendant toute cette période, on a entendu, on parle même de votre famille dans les accusations, Nicolas Kazadi voleur, frappeur. Aujourd'hui, quand vous êtes disculpé par cette lettre de la justice congolaise, comment vous vous sentez en fait? Quelle expérience tirez-vous? Non, vous savez, c'est très compliqué. D'abord, moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. L'adversité, j'en ai beaucoup vécu. Hein. Ça n'a pas commencé ici en politique, ça a commencé dans la vie en général. Et c'est ça qui m'a fait, c'est ça qui me rend résilient. Mais ma plus grande tristesse, ma plus grande souffrance, c'est pas pour moi, parce que non seulement je savais qu'il n'y avait rien, mais en plus je suis rodé. Mais c'était pour les gens autour de moi. Ma mère qui a 84 ans, mon épouse qui a toujours cheminé avec moi et qui ne méritait pas toute cette opprobre. Mes enfants, c'est ça qui m'a fait souffrir. Mais pour moi, non. J'étais sûr de moi, peut-être un peu trop sûr de moi, mais je savais que je n'avais rien fait. Non, vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, toujours pour confirmer la cabale, parce qu'Élisée Odia, elle a d'autres idées en tête, elle ne veut pas écouter la réalité. On se demande pourquoi vous, en fait. Toujours pour confirmer la cabale. Vous savez qu'un jour, je suis ici, juste après la sortie du nouveau gouvernement, avant la remise-reprise, et des gens qui disent qu'ils sont liés au service et tout ça, approchent ma femme et ma belle famille, et on a des renseignements importants à vous communiquer. Et ils appellent ma femme quelque part, dans un rendez-vous presque secret, pour dire, bon, voilà, on a des informations très graves, les gens qui sont contre votre mari, ils savent qu'ils ont échoué avec les dossiers lampadaires et forages, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien et qu'il n'y aura rien, ils sont en train de préparer autre chose. Et pour que ça ne vous arrive pas, il faut absolument convaincre votre mari de quitter le pays au plus tard lundi soir. Que mardi matin ne le trouve pas ici. Et elle demande comment. On dit non, c'est nous qui avons l'habitude de faire sortir les politiciens. On va lui préparer un faux passeport et tout ça. Et lui, et pour lui et pour vous et pour les enfants, il faut qu'il traverse. On va les faire traverser la nuit à Brazzaville. Tout ça, et ma femme, et puis elle rajoute, la personne rajoute. D'ailleurs, vous allez voir, il se prépare quelque chose contre vous. On va commencer par désarmer vos policiers. Ce sera le début de la préparation. C'était un samedi. Et le même samedi, moi j'étais ici à la maison et le chef de ma sécurité m'appelle pour me dire « Ah, on a envoyé des gens pour désarmer les militaires. » Mon Dieu. Pour désarmer les militaires. Je ne savais pas parce qu'elle n'était pas encore entrée. Je dis « Dites-leur qu'on le fera après la prestation de serment. Il n'y a pas de problème. » Et ma femme revient et elle me raconte, elle me dit, bon, elle me raconte tout ce qui s'est passé. Et elle était un peu prise de panique. Je dis non, il faut garder le calme et tout. Et je lui raconte qu'effectivement, on venait de désarmer on est venu demander pour désarmer les policiers. Alors là, elle prend ça au sérieux. Et puis j'appelle le général Dodo qui s'occupe de la police.
Il me dit, mais Excellence, moi-même, je vous cherchais. On a une affaire ici. Ils sont venus avec une photo qui circule parmi les chefs ici en disant, on a ramassé des armes dans un chantier du ministre des Finances à la Gombe. J'ai dit, mais général, je n'ai pas de chantier à la Gombe. Il dit, non, je peux vous montrer, ça circulait ici. Alors on était inquiets, on a cherché. Finalement, on a trouvé ces armes-là chez vous. Il m'envoie la photo. Je vois une vingtaine d'armes regroupées contre le mur de la guérite chez moi. Je dis, mais ça, je reconnais ma guérite, ça doit être mes gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il dit, non, on ne sait pas et tout. Alors là, je fais le point sur tout, je me dis, il y a anguille sur roche. Et c'est comme ça que je m'en ouvre au chef de l'État et il me dit, attention, là, il y a une cabale, on veut te pousser à faire une bêtise, à sortir par des voies frauduleuses pour te prendre en flagrant délit. Et alors là, vraiment, on t'aura eu. J'ai dit, président, c'est ça que je constate, mais qu'est-ce que je peux faire parce que ma femme n'est pas rassurée, etc. C'est comme ça que vous avez vu que j'ai des GR, où il a demandé que les GR viennent renforcer ma sécurité, au moins pour un temps, puisqu'il y a, visiblement, il y a quelque chose qui se passe d'anormal et qui pourrait impliquer même certains des gardes qui étaient là. Voilà, c'est pour vous dire que tout était fait, puisqu'ils n'ont pas réussi, ils cherchaient par où m'avoir, par où me ridiculiser, par où me descendre. Vous allez porter plainte aujourd'hui contre toutes les personnes qui vous ont jeté en pâture? Je ne sais pas si ça vaut la peine, je réfléchis, je vais voir. Il faut laver votre honneur quand même. Je ne sais pas, bon, écoutez, j'apprécierai, je verrai. Mais ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr d'avoir les deux. Alors, je crois que nous avons dit beaucoup de choses tout au long de cette interview. Vous avez été clair et nous pouvons certainement conclure cette émission en vous posant quelques questions de la fin. Si vous êtes d'accord avec moi, parce que de toutes les façons, maintenant je vous pose une autre question relative à quand un homme a traversé tant d'épreuves, quand il a été secoué dans son honneur, dans sa dignité, voire même dans sa propre intégrité, parce qu'arrivé jusqu'à la maison, il reste des traces. Quelles sont les forces morales auxquelles vous recourez pour vous refaire, pour vous recoudre? Parce qu'on suppose quand même qu'il y a eu beaucoup de blessures, même si, par ailleurs, vous dites que vous êtes résilient, que vous faites la force, vous êtes les chefs de famille, mais quelque part, on sent quand même qu'un être humain reste un être humain. Surtout quand il est accusé, comme vous le dites injustement, il emporte des traces. Comment vous faites pour vous reconstruire? Bien, c'est une bonne question. D'abord, je suis profondément croyant. Je suis un vrai croyant et je puise ma force dans cette communion avec Dieu. Et d'ailleurs, toutes ces épreuves ont été une occasion pour me reconnecter avec Dieu comme je l'étais avant, parce que la charge du travail faisait que le temps de prière peut-être n'était pas suffisant. Et je pense finalement que d'un mal peut sortir un bien. Parce que le plus important, c'est finalement la communion avec notre Créateur. Et donc, je lui rends grâce pour ça. Et je trouve en lui la force. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis habitué à l'adversité. Mais le destin est toujours plus fort que l'adversité. Et donc, je regarde les choses positivement et je sais que lorsque c'est votre destin, votre Créateur vous donne les ressources pour surmonter cela. Alors, si nous faisons une simulation de votre cas dans le pays, on peut se dire que peut-être vous, c'est parce qu'on vous connaît, vous avez un poste élevé, la presse peut vous suivre, mais il y a peut-être des gens qui sont intègres, qui sont décidés à combattre le mal dans le pays, mais qui n'ont peut-être pas la même liberté de défense comme vous. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement pour combattre ce mal? Parce que c'est un mal qui est dans le pays. Ce mal-là, il est là, il touche n'importe qui. Comment les pays peuvent conjurer ce mal de la désinformation, ce mal de la manipulation et surtout ce combat contre le progrès? Non, c'est une vraie question, hein, mais on a besoin de vous. Vous, les journalistes, journalistes capables de voir les choses telles qu'elles sont, pas de manière biaisée. On attend de vous vraiment ce rôle-là. C'est pas facile, mais il le faut. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment le cas. Moi, j'ai vécu ici quelque chose de digne de Hollywood. Hein. Quand j'ai reçu l'autorisation de voyager pour des soins médicaux le vendredi 28 juin, le 29 juin, samedi, les réseaux sociaux ont décidé que je voyageais ce jour-là. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Alors que moi, j'avais prévu de voyager le lendemain, dimanche 30 juin. Et le samedi 29 juin, je reçois des amis dans mon jardin ici, et je vois sur les réseaux sociaux
on me voit à l'aéroport en train d'essayer de voyager, mon fils qui se dispute avec les gens de la DGM parce qu'on m'a refusé de voyager. Tout un film digne de Hollywood. Et tout ça, c'est des journalistes connus, hein, vos amis, vos collègues. Je ne vais pas les citer parce que ce serait leur faire trop d'honneur, mais vous les connaissez. Vraiment, un film digne de Hollywood où on nous voit là, on nous voit en train de nous chamailler avec les gens de la DGM, on montre même un bordereau, un boarding pass, pendant que nous sommes ici. Et puis à un moment donné, on dit, voilà, son fils Jacques s'est chamaillé avec les gens de la DGM, ils en sont venus aux mains. Pendant qu'on dit ça, je vois mon fils entrer dans la parcelle en jogging. Je dis, mais comment toi, tu n'es pas à l'aéroport? On est en train de dire que tu es à l'aéroport et tout. On rigole, mais c'est pour vous dire. Et puis on dit, voilà, il est parti fâché, il a fait un accident, et on montre même une voiture accidentée sur le boulevard. On dit, voilà, il a été évacué d'urgence en Afrique du Sud, son cas est critique, il est entre la vie et la mort. Pendant qu'on est assis là en train de manger. Ça, ce n'est pas tout. Ça, c'était le samedi. Maintenant, le dimanche, jour effectif de départ, on envoie les bagages pour le pré-enregistrement. On voit déjà des gens filment nos bagages en train d'être acheminés dans les box là, bien zoomés et tout, pour dire, voilà, si rien n'est fait, le ministre, M. Lampadaire et Forage va voyager ce soir, etc. Et le ministre des Finances, le ministre de la Justice sort même un communiqué pour dire, bon, cette affaire est suivie de près, on regarde avec je crois en concertation avec le chef de l'État, on est en train de suivre et tout. Je ne sais pas quel était le sens de ce communiqué, je n'ai jamais compris. Et donc, je vois qu'il y a encore un emballement dans les réseaux sociaux. On dit, si rien n'est fait, il va partir, si rien n'est fait, il va partir, tous. Et puis quelqu'un dit, voilà, selon les dernières nouvelles, il va être empêché de voyager, il ne voyagera pas. Tout ça. Et puis, on est à 30 minutes de l'embarquement. Je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti. Je dis non. Et puis il me dit, bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment, il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider. Je dis, non, il ne fait pas ça pour m'aider. Puis il me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. Je dis, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, tu es sûr qu'il n'y a pas d'audition? Je dis, mais je vous le dis, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Vous voyez comment ce système-là a voulu à tout prix me bloquer. Pendant que lui faisait ça, il y avait déjà des relais dans la presse qui disaient, il va être bloqué. Et tout ça est documenté, hein. Je vais vous donner tout ça est documenté. Voilà. Donc, c'est ça la cabale politique. Alors, ce qui me fait mal, c'est que ce jeune ministre, qui se présente comme étant la nouvelle génération, la nouvelle classe politique, qui commence comme ça, avec la manipulation médiatique et le mensonge, je suis inquiet. Parce que on aurait pu pouvoir compter sur un esprit nouveau. On dit que la classe politique est malade. Autant que la justice est malade, la classe politique est aussi malade. Mais quand on commence déjà avec des signes de fébrilité comme ça annonce d'autres formes de maladies. Et donc, ça m'inquiète et ça m'a... Juste une question, ce sera ma dernière en tout cas, vraiment la dernière. Au regard de tout ce que vous avez vécu, certaines langues affirment que la bataille de l'opinion est perdue d'avance pour vous. Aujourd'hui, au regard, à travers de cette émission, qu'est-ce que vous avez à dire à cette opinion-là? Non, la vérité, c'est tout. La vérité, la bataille de l'opinion n'est jamais perdue. Elle prend du temps, elle va, elle vient. Ça n'est pas le problème. Vous savez, moi, je me rappelle encore quand il y a eu le programme des 100 jours. Le programme des 100 jours, je ne sais pas pourquoi, en dehors de Vital Kamerhe, tout le monde me ciblait, moi. Il me disait, il va parler, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il est coupable ou pas? Est-ce qu'il est impliqué? C'était une histoire incroyable.
je recevais des messages du monde entier. Et quand j'ai parlé, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient tapé à côté. Je n'avais rien à voir avec tout ça. Et tout est retombé. Et après, la vie a continué. Est-ce qu'on en parle encore? On parle de mon implication là-dedans? Non. Parce que nous parlons. Maintenant, oui, on a voulu recréer un contexte pareil. Mais c'était tellement gros et grossier que ça ne tenait sur rien. Si le parquet a décidé de me disculper, ce n'est pas pour me faire plaisir, ni pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est parce que les faits sont têtus. Les faits sont ce qu'ils sont. Je viens de vous les raconter. Si j'ai demandé qu'on fasse la levée des copies des auditions, moi je suis prêt à les publier s'il le faut. Les PV d'audition, vous verrez vous-même. Il faut être vraiment sorcier, de mauvaise foi, pour chercher à m'impliquer dans une histoire où j'ai rien à voir. La seule chose qui aurait pu m'impliquer, c'était de dire, oui, il a pris l'argent, on lui a donné l'argent. Mais qu'on aille demander à ceux qui ont touché l'argent s'ils m'en ont donné. C'est tout. Et s'il y avait, on aurait dû les arrêter. On a arrêté l'un, mais il n'était pas le seul. Donc c'est pour vous dire que tout ça était grossier. C'était une cabale politique. Et pourquoi sur ma personne? Je crois que je l'ai dit de plusieurs façons. Je ne vais pas y revenir. On va dire que je me vante. Vous allez regarder la caméra, vous allez regarder ce peuple. Ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été froissés, touchés. Parce que vous prenant pour un grand modèle, un grand technocrate, un bon gestionnaire, vous avez reçu, vous êtes les rares citoyens congolais que les chefs de l'État citent en exemple, parce qu'il dit que vous avez été meilleur, il vous a encensé. L'opinion est restée sur sa soif de vérité parce qu'elle n'avait pas toutes les versions. Maintenant que vous avez eu l'occasion de parler, regardez ce peuple-là, qui a été quand même un peu blessé, qui veut vous réhabiliter dans son cœur. Dites-lui quelque chose pour que cette opinion-là se fasse sa religion. Et ce sera votre mot de la fin. Bien. Ce que je peux dire, c'est que tout a déjà été dit, ou plus ou moins. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a pris des décisions pendant ces 3 dernières années, pas seulement sur la base de ce qu'il a trouvé ici, mais sur la base d'une expérience accumulée. Cette expérience m'a fait comprendre que ce dont le pays souffre, ce n'est pas la simple corruption, c'est des systèmes mafieux. Et j'ai eu le courage de mettre un coup de pied dans ces systèmes mafieux en apportant des systèmes qui bouleversent tout cela. Peut-être que j'ai été trop vite, peut-être que j'ai été trop fort, mais j'ai rencontré en face de moi une volonté de me faire taire, de me mettre de côté pour ne pas gêner le statu quo. Je demande à chaque Congolais d'analyser, de ne pas se fier à la première phrase lue dans un tweet ou dans les groupes WhatsApp, d'analyser, et je fais confiance en leur capacité à comprendre. Une fois que cela sera fait, je n'aurai plus d'efforts à faire. Les choses iront d'elles-mêmes. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission, et je serai prêt à parler davantage, mais je crois que les faits sont toujours têtus, et la vérité finit toujours par s'imposer d'elle-même. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la fin de ce plateau spécial. Nous recevions Nicolas Kazadi, l'honorable Nicolas Kazadi. Il nous a parlé de tout ce qu'il pense être à notre disposition pour nous faire une idée exacte de ce qu'il lui-même a appelé une cabale politique qui a été à l'origine de toute cette détérioration de son image dans l'opinion. Nous espérons avoir participé ainsi à changer l'angle de perception de la réalité et que vous vous êtes fait une idée autre que celle que vous aviez au début de l'émission. Dans tous les cas, nul n'est parfait. S'il y a des choses que vous n'avez pas obtenues par cette émission, nous sommes là pour vous servir, mesdames et messieurs. Merci donc de votre soutien. Cette émission, vous la suivrez en rediffusion sur plusieurs plateformes, mais aussi sur des chaînes partenaires, tout en les remerciant de nous avoir accueillis ici chez lui. Je voudrais aussi remercier Litsani Choukran, de Politico.cd, Élisée Odia et Eric Ambago. Voilà, c'est donc la fin, vraiment la fin. Chaque jour est une vie. Portez-vous bien. À la prochaine. Surfacturation des lampadaires, des points d'eau, forage, quelle a été sa responsabilité? Pourquoi avoir procédé au paiement de plusieurs dépenses en procédure d'urgence? On continue de salir mon nom alors que le travail est fait et alors que j'ai héroïquement protégé la nation.
Édition spéciale reçoit ce jeudi 7 novembre après le journal de 19h, le député national Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. Rediffusion vendredi après le journal de minuit, après le journal de 7h.